dans un village bourguignon, derrière l'église Saint-Marcel de la Doix-Sérigny. C'est l'heure de la récréation. Je vis dans ce superbe clocher à beffroi carré et massif, entouré de ses abassons. Celui-ci est surmonté d'une flèche couverte de tuiles vernissées qui s'élance telle une dague pointant vers les cieux. Pour me rendre visite, il vous faudra une forme olympique. Empruntez un escalier de pierre étroit en colimaçon pour arriver jusque sur le dessus de la voûte. Après avoir repris votre souffle et emprunté l'escalier en bois, celui-ci vous amènera dans la charpente, juste sous ma robe. Je suis solidement arrimée à l'imposante charpente par un joug de bois. Jean-Yves et Yannick sont déjà là pour me libérer de mon joug. Je m'appelle Louise Joséphine. Oh, je suis une très vieille dame de 145 ans, née en 1876 et pèse 840 kilos. Mais malgré tout, je reste encore vaillante et sonne en fa un huitième. J'ai vu le jour aux fonderies de Ferdinand Farnier à Robécourt dans les Vosges, à la limite de la Haute-Marne, ou à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Langres. Je suis fabriquée en airain, alliage de 80% de cuivre rouge et 20% d'étain. Je remplace ma sœur Saint-Louis, née en 1847. Le timbre de sa voix ne convenait pas à l'oreille musicienne de Monsieur l'abbé Garnier, qui rêvait d'une sonnerie harmonieuse pour son pèlerinage de Notre-Dame du Chemin. À l'époque, c'était Monsieur Claude Bonnemont-Terran, adjoint, qui remplissait les fonctions de maire de Sérigny. Le maire élu, Armand Passier, étant décédé. J'ai été bénie le 1er juin par Philippe Symphorien-Garnier, curé de Sérigny, et de Monseigneur François-Victor Rivet, alors évêque de Dijon. J'ai eu pour parrain un notable de Beaune, Monsieur Hippolyte Christian Bachet des Landes, et pour marraine, sa belle-sœur, Madame Louise Joséphine Bachet des Landes. Je suis choyée par les différentes municipalités et depuis quelques années, j'ai la visite régulière de spécialistes de la maison Baudet qui m'auscultent avec minutie. C'est en 2019 qu'il me trouve un petit mal qui nécessitera une intervention bénigne. Le support de mon battant est en acier et enchâssé dans le bronze. Par son oxydation, il augmente de volume et provoque des craquelures avec une mise à nu d'une des parties métalliques au niveau de mes anses d'accrochage. Les spécialistes disent restauration du noyau central sans changer la bélière par soudure soumise en température de ma robe. N'est-ce pas tout un programme, non? Mais je ne suis pas inquiète, je serai dans de bonnes mains. Il va falloir que je m'absente quelque temps pour que les spécialistes me cautérisent et me redonnent toute ma jeunesse. Le budget de ces dépenses a été voté en 2020 par le conseil municipal. Pour cela, il faut que j'aille faire un petit séjour dans la clinique des établissements Baudet à Trémentines, dans la région des Pays de la Loire, au nord de Cholet et à l'est de Nantes.
Je vais faire un voyage de presque 1200 km aller-retour. Ah, j'appréhende un peu le transport. Avec de ne pas en manquer beaucoup. C'est que ça, si on... C'est flexible un peu là. Si on s'appuie dessus... Je partage ce lieu avec mes deux sœurs, Sainte-Marie-Saint-Marcel et Saint-Charles, avec lesquelles j'annonce à toute volée les grands événements. Lève un petit peu, si tu veux, la bouche, là. J'ai envie de la passer juste là. Elle passe devant. Ouais, je crois. Baisse là. Ah, il n'est pas passé encore, attends. Prêt? Le petit coup de cul. Prêt? Ah. Non. Ça va y aller, c'est bon. Dans la pénombre, avec leurs lampes frontales et avec infiniment de minutie et de délicatesse, ils sont attentifs à tout ce qui pourrait me provoquer des stigmates. Sans éclat de voix, avec des moments de réflexion intenses et dans le cliquetis des chaînes des treuils qui, en effleurant ma robe parsemée de vert de gris, provoquent de légers tintements. On prend entre les deux planches. Hein? C'est pas entre les deux planches, ça. Je sais pas où c'est pris. Ah, c'est que. En fait, il y a la cloche dessus. La cloche est plus dessus. C'est du plancher. On n'est pas assez près. On va pas arriver assez près. Jean-Yves et Yannick sont contraints de démonter quelques éléments du plancher et de la rambarde des escaliers pour me laisser passer. Quand ils ont refait les cloches, certainement qu'ils ont voulu en mettre des plus grosses et ils ont refait un deuxième Oculus. Ouais. Parce que Là, ni celle-là, ni celle-là, enfin il n'y en a aucune des trois qui passe dans le petit Oculus. Celui d'origine, c'est celui qui est au-dessus du cœur quasiment. D'accord. Ouais. Et ils en ont refait un qui n'est pas en clé de voûte. Ça tient pas, mais ça tient pas. C'est comment là? On va par une pointe. C'est bon. Ça y est. On va les garder dans le sens où il... Ouais. Là. Donc ça c'est le haut. Bon. Ça va nous gagner un peu. Ouais, le peu qu'on va gagner, ça va peut-être suffire. On touche sur quelque chose dessous là? Oui, oui. Sous la jupe. C'est quoi? Attends, si on peut la faire tourner un peu. Ouais. Comme ça. Tu veux la faire tourner comment? Comme ça. Ouais. 10 cm. Ouais. C'est pas mal, non? Hein? Et là? Regarde. Hein?
T'as encore de la place au bout, toi, là-bas? Là, je touche partout, là. Enfin, sauf là. Du charbon. Sur le chaudron. C'est ça qu'elle doit passer, là. Ouais, mais... Ça y va ou pas? Ça manque rien. Ça gagnera rien. Ah, et on peut pas le scier et on mettra un bout plus tard. Ouais. Hop. Un peu l'autre. C'est bon, c'est passé. C'est fait. Ils sont arrivés à faire passer mes 840 kilos et à me poser délicatement sur la voûte en bas des escaliers. C'est pas maintenant qu'il faut passer l'escalier. Il faut passer. Ouais. Attends. T'es prêt? Ouais, ouais. Allez, un coup là. Ça doit se mettre d'aplomb. C'est beau comme ça, hein? Ouais. Dans la boucle. Ouais. Hein? Qu'elle soit là. Non, mais lui, là, il va y venir, hein? L'oculus, qui permettra mon passage pour ma descente dans la nef, se trouve dans une autre partie du clocher. Il reste encore à me transférer vers l'oculus en passant sous une arche. C'est pas sur un mètre. Les treuils reprennent du service et me positionnent au-dessus de l'oculus qui a été préalablement ouvert. Vous attendez qui? Le Tractel, Ah oui, votre... le treuil électrique qui n'est pas encore arrivé à Chenal. Le noyau, c'est ce qui tient la fosse, ce qui tient la bélière. Et c'est éclaté, mais vous le verrez quand on aura... Le bronze, c'est éclaté. Ah oui. Et alors c'est C'est ce qui tient le bâton de la cloche, c'est ça? Ouais, D'accord. c'est ça. et les réparations, alors c'est aussi fiable que si Oui. c'est refondu. Oui, Et comment parce ils qu'en vont fait, faire il la met dans un four, il la chauffe à très haute température juste avant le point de fusion du bronze. Et là, il faut un apport de métal en fait. Et donc en refroidissant, vous avez la même liaison mécanique que si c'était du métal fondu. Donc il n'y a presque plus besoin de refondre les cloches. Ben, Ouais, non. c'est très rare. Après, si, ça peut arriver, mais en tout cas, quand c'est des réparations comme celle-là ou qu'elle a fondu parce qu'elle a pris un choc trop important, c'est possible de la retravailler, quoi. Peut-être qu'ils ont prévu un apport tant qu'elle est à l'atelier, un apport au niveau là où le battant frappe, au niveau de la frappe du battant. C'est possible. Mais où est-ce que ça va être fait, ça? À Trémontine, à la maison mère de Baudet. Ah, Vous avez vu, monsieur Gardner, il y a un battant qui est à l'abandon. oui, j'ai aperçu. Il y en a deux autres là-haut. Des battants? Ah oui. Les architectes des Monuments de France nous demandent de les laisser dans les clochers. Bah, ça fait partie du patrimoine de l'église, quoi. D'accord. Bah, là, en fait, si vous voulez, c'est...
l'idée c'est toujours que ce soit le battant qui s'use et pas le moins possible la cloche. Donc quand on arrive à du métal qui est trop enlevé, il vaut mieux les faire changer. Mmh. Puis des fois ils sont pas forcément adaptés exactement à la cloche. Parce qu'en modifiant la chasse du battant, on peut mieux la faire sonner, par exemple. J'ai été fondu sous l'administration et après ça déroule. Après, une partie elle a été bénite, les parrains-marraines, pardon, et son nom en bas et ici le fondeur. Et puis il y a le maire. Enfin, oui, le maire il était mort, donc c'était le. Oui, parce que qui faisait. C'est drôlement inscrit justement. C'est sous l'administration de Baudement. Monsieur Claude Baudement. Et c'est, je crois, voilà, adjoint, remplaçant, remplissant les fonctions de maire. Donc on sait que c'est un maire remplaçant. Ouais. Et en 1876, le curé trouvait que la cloche Saint-Louis ne sonnait pas comme il fallait, quoi. Et donc il a décidé de la refondre pour faire celle-là. Et le maire de l'époque qui était le régisseur de la famille de Clermont-Tonnerre n'était pas d'accord. La famille de Clermont-Tonnerre non plus. Et donc il y avait une partie du conseil municipal qui était pour. Et donc finalement c'était accepté. Et pour se venger, donc le curé a enlevé les noms de Clermont-Tonnerre et du maire, lequel a eu la bonne idée de mourir entre-temps. Et il est allé chercher des notables de Beaune, les Bachets des Landes. Pourquoi eux, je ne sais pas. Je pense qu'il était musicien, ce curé, c'est l'abbé Garnier. Celui dont on a fait la stèle. Oui, hein, oui, sur la place. Et donc il avait l'oreille musicienne et le son de la Saint-Louis ne lui convenait pas. Et son nom figure dans l'inscription. Hein. Et puis normalement, il était bénite par le vicaire général du diocèse. Et puis je sais pas, donc le conseil municipal, enfin la partie du conseil municipal qui était favorable à la cloche, donc a modifié l'inscription et a dit qu'elle était bénite par l'abbé Gardier. Mais pendant la Révolution, donc chaque commune a dû donner ses cloches et avait le droit d'en garder une parce que ça servait aussi aux tocsins. Alors sous la Restauration, toutes les cloches n'avaient pas été fondues en canon, il en restait dans des entrepôts. Donc il y a des communes qui allaient se servir et qui prenaient parfois la cloche du village voisin. Donc il y a eu des procès, enfin. Et la Saint-Charles, qui reste en place, la commune l'avait offerte pendant la guerre de 70. Et puis finalement l'évêque n'était pas trop d'accord, puis la guerre n'a pas duré très très longtemps, donc ça elle n'a pas été fondue. Je me souviens plus de la date, mais ils ont dû offrir cela en novembre ou décembre 70. Bon, puis la guerre elle s'est arrêtée 2 mois après, donc ça a sauvé la cloche. Il l'avait descendu? Non. L'évêque était plutôt réticent. Et ça s'est pas fait. Oui, bah ils appellent ça des refontes. La matière première était chère. Hein, donc, il l'est toujours. On fournissait la matière première et puis refondait une nouvelle cloche. Et c'était financé par la paroisse, les paroissiens? À l'époque, oui, c'était on était sous le régime du Concordat. Oui. Donc c'est la paroisse qui... Donc les paroissiens, c'était pas financé par le... Il n'y avait pas une partie qui... Et la commune avait un droit de regard. Mais il arrivait parfois que... Alors il y a des paroissiens qui pouvaient donner de l'argent, qui pouvaient donner des métaux, qui donnaient des couverts en étain, des casseroles en cuivre. Souvent on invitait les paroissiens à assister à la fonte, parce que c'était évidemment, ça se faisait souvent une nuit ou un soir et c'était spectaculaire. Et il faisait le feu, parce qu'il faut quand même des calories là. Comment... Il devait faire une fosse, oui, il y avait toute une technique. Ah oui. Il devait faire une fosse sous un hangar. Donc ils apportaient leurs moules, ils devaient donner aux clients un choix de moules. Puis bon,
à la fin du 19e, ils se sont sédentarisés souvent. Ils allaient voir les curés, leur demandaient s'ils n'avaient pas envie de refondre leur cloche, ou alors ils disaient, au curé dit non, votre cloche, je trouve qu'elle sonne pas très bien, et ça leur permettait comme ça dans une même contrée de fondre plusieurs cloches et de faire des économies d'échelle. Ouais. Ouh là là, mais que c'est impressionnant ce vide soudain. Ah, mais j'ai entière confiance à Jean-Yves et Yannick qui m'ont arrimé solidement à la charpente. Cette fois-ci, avec un treuil électrique pour le confort de la descente de la vieille dame que je suis. Me voilà suspendu dans le vide, les balancements étant savamment maîtrisés par les cordistes. Quelques petits arrêts permettent de me faire prendre fièrement en photo. Pour la postérité, disent-ils. Bon. Enfin posé sur le sol de la nef. Ouf, tout s'est très bien passé. Bravo les gars. Quelle belle église! J'avais complètement oublié sa configuration. Il est vrai que depuis que j'ai été installée, il y a 140 ans, je me permets de vous le rappeler, l'église a été superbement rénovée. Par rapport à l'autre côté, il y a ça qui est pété. Donc ça commence ça rouille. Ça rouille et la rouille fait gonfler le métal et la cloche elle doit être fendue par là-dessous. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement, mais ça peut aller qu'en se dégradant. Subitement, je découvre que je deviens la vedette des lieux. Beaucoup de monde m'attendait sur le parvis, lui aussi d'ailleurs très pimpant. Je suis mitraillée par de nombreux photographes, désireux de mémoriser cet événement. Les questions sur ma personne fusent de toutes parts. Mon livret de naissance est gravé sur ma robe, agrémenté de magnifiques décorations. Je fais l'objet de maintes attentions.
Je suis arrivée un peu plus tôt que prévu, au grand désarroi de beaucoup d'admirateurs qui auraient voulu me voir suspendue dans le vide. Mais les impératifs du transporteur ont dû être pris en compte. Dommage, mais j'espère qu'à mon retour, ils auront un peu plus de temps pour me contempler dans ma robe fraîchement rénovée. Dominique est là, avec son tractopelle, pour me poser délicatement dans le semi-remorque qui m'emmènera tout en douceur jusqu'à la clinique. C'est avec regret que je laisse mes deux autres consoeurs vous égrener les heures et assurer les services sacrés. Allez, au revoir et à très bientôt dans ma nouvelle robe de fête.